Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur compagnie financière Richmond? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, compagnie financière Richmond, on en a déjà parlé plusieurs fois ici sur cette chaîne. Il y a 2 vidéos ici sur la chaîne qui concernent Richmond. Donc, on va revenir ici, ça date à peu près de la dernière, c'était il y a 7 mois, la première c'était il y a 1 an. Donc on va à peu près faire une mise à jour assez rapide ici. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Essentiellement le type d'entreprise qui va avoir tendance à mal se comporter quand les taux d'intérêt augmentent. Ok, mais attention, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ici, nous avons une entreprise qui est dans le segment textile, vêtements et produits de luxe. Donc c'est essentiellement du luxe ici. Ok, il me semble que celle qui détient, Richmond détient quoi comme marque ici? On va aller regarder ça rapidement. Donc, on va voir ça, Richmond, Cartier, Van Cleef & Arpels, Hughes, Montblanc, etc. Ok, je vais dire une chose. Faut pas qu'on dise, quand on parle de luxe, que ça sonne directement dans vos têtes comme quoi, oh, c'est la qualité, il faut que j'achète. Non, faites attention. Le luxe, c'est bien, mais ça doit également être visible au niveau des métriques. OK? Parce que si une compagnie de luxe est mal gérée, ça sera une compagnie de vente au détail comme toutes les autres. Parce que ça reste de la vente au détail. Qui consomme des produits de luxe? Faites attention. Allez toujours aller vérifier. Il faut toujours aller vérifier. Allez toujours aller vérifier. Mon Dieu. C'est la fatigue. Il faut toujours vérifier. OK? Donc, soyez toujours, quand vous regardez une compagnie, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Parce que si une opportunité d'investissement se présente, toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette opportunité-là. Qu'est-ce que le marché voit que nous, on ne voit pas? OK? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est plus intelligent que le marché? Parce que si une entreprise ici présente une entreprise, si le marché ici déprécie, je ne dirais pas déprécier, mais si le marché n'aime pas une entreprise ici à court terme, il y a toujours une raison. Et à nous de déterminer la raison et essayer d'aller vérifier si cette raison-là est durable ou bien temporaire. OK? C'est toujours ça le plus important. Si c'est une question, donc, si c'est par rapport à la conjoncture, c'est généralement temporaire parce que ça ne sera pas la première fois. OK? Donc, il faut faire attention. Il faut également privilégier les compagnies qui ont tendance à avoir du cash ou bien avec un bilan solide. OK? Donc, Richmond, première chose que je regarde, c'est le revenu. Croissance des revenus. Je peux voir ici s'il y a quand je vois ce genre de croissance, il y a 2 choses. 1, soit c'est cyclique. 2, soit on fait beaucoup d'acquisitions, soit ici, là et là. On va aller vérifier. De toute façon, toutes les compagnies sont cycliques, certaines le sont plus que d'autres. Est-ce qu'on a de grosses acquisitions? Techniquement, est-ce que c'est... Ça, c'est à peu près la crise financière de 2008. Ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a eu un ralentissement économique aux alentours de 2014-2013, par là, si je me souviens bien. OK? Donc, ici, c'est l'acquisition de 2018 qui a cet impact au niveau du revenu. Et ça, c'est après la pandémie. Dans tous les cas de figure, c'est un mix des deux, mais on va se dire que c'est vraiment organique. OK? C'est une bonne chose. Maintenant, quand on parle du luxe, le luxe également, ça se voit au niveau du pricing power. OK? Quoique une entreprise qui a un avantage concurrentiel est une entreprise qui a potentiellement un pricing power. Potentiellement. OK? Parce que la finalité ici de l'avantage concurrentiel, c'est ça. C'est le pricing power. Ça ne sert à rien d'être leader si vous ne pouvez pas avoir un pricing power. OK? Donc, et quand on dit souvent le pricing power, il faut le dire une chose, c'est parfois vous pouvez être leader sur un secteur d'activité juste parce que vous êtes très efficient. Ça vous permet de pouvoir commander un prix plus bas que les autres sur un marché en particulier et ça met en difficulté vos compétiteurs qui ont peut-être, eux, des coûts d'exploitation très élevés. Un peu comme dans le segment ici de l'automobile. Tesla a un avantage concurrentiel parce qu'ils ont des coûts de production très bas. Mais les coûts de production ici dans le secteur de l'automobile, ce ne sont pas des coûts de production qu'on ne peut pas répliquer. Faites attention. Donc, ce n'est pas une technologie exceptionnelle qu'ils ont. Donc, si une compagnie décide de copier Tesla, du début à la fin, elle peut le faire, mais ça va lui prendre du temps. Entre le moment où elle va décider de le faire et le moment où elle va arriver à le faire, entre-temps, si Tesla décide de jouer avec les prix, ça peut avoir un impact sur cette compagnie-là et la mettre en difficulté. OK? Donc, très souvent, c'est un jeu dangereux. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, on peut utiliser le pricing power de différentes manières, dans tous les cas de figure.
Ici, en termes de croissance des marges brutes ici, les marges brutes sont croissantes. On aime ça. On a des marges à peu près de 63%. Actuellement, on a 68% des marges qu'on n'a presque jamais eues. Enfin, quand je dis presque jamais eu, techniquement, on a eu des marges à peu près de 66, 67% aux alentours de 2009 ici, de 2001, 2000 par là. La question que vous devez vous poser, c'est savoir, est-ce que ces marges sont durables? OK? Pourquoi est-ce qu'on a des marges qui sont élevées? Est-ce qu'on a augmenté les prix? Est-ce que les volumes ont suivi? Si c'est uniquement l'augmentation des prix sans augmentation sans suivi avec les volumes, ça va être compliqué. OK? Ça va être compliqué. En tout cas, toujours aller vérifier le narratif derrière. Ensuite, on va regarder les marges nettes. Enfin, j'aime bien regarder les marges EBITDA avant, histoire de voir si on va également dans le même sens. Toujours stabilité ou croissance des marges. Stabilité avant la croissance. OK? Et quand je check ici, du point de vue marge, on a à peu près de 21,76%. Actuellement, on a du 27% aujourd'hui. Actuellement, 27%, c'est aujourd'hui. Maintenant, le plus important, c'est de maintenir ces marges-là. Et également d'aller vérifier dans nos rapports. Pourquoi est-ce qu'entre 2016 et 2021, presque 6 ans, elle a eu des marges EBITDA à 21,76%? Pourquoi? Est-ce que les charges liées à l'exploitation ont augmenté ici? Ou bien elle a réduit les dépenses en termes de marketing à ces niveaux? Il faut toujours aller vérifier. Ça, je vois, je pourrais me dire, oh, on a des marges de 27%, c'est la même chose que précédemment ici, mais entre-temps, on a passé 6 ans dans le vide, alors que les marges brutes étaient stables. Qu'est-ce qui s'est passé? Très important à aller vérifier. Donc là, je constate juste, et je sais une chose, c'est que sur LVMH ou bien sur, comment on appelle ça? Une compagnie comme, on a LVMH, ou une compagnie comme Hermès, ça sera, vous n'allez pas avoir ce genre de choses. C'est comme du papier à musique, c'est réglé comme, voilà. Si je prends du LVMH ici, MC, OK, qui est la compagnie de luxe par excellence, OK, qu'est-ce qu'on a? En termes EBITDA, on a d'abord la stabilité. D'abord, avant toute chose, d'accord, ici, on a d'abord la stabilité. Et ce qui est bien, ce qu'on peut comparer, une période en particulier. Et vous pouvez voir ici que 2011 à peu près à 2022, c'était peut-être conjoncturel. OK? C'était peut-être conjoncturel. Enfin, lié à ce secteur d'activité-là. Parce que si on compare les deux quand même, LVMH à ces niveaux-là également, il y a eu un ralentissement. 2011 à peu près vers 2016 par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en vérifiant ici, on peut constater que peut-être que c'est un problème lié. C'était un problème peut-être lié au secteur d'activité. Mais LVMH a des marges aujourd'hui plus élevées que c'est plus haut en 2011. OK? Toujours à aller vérifier. D'accord? Donc, pour revenir sur Richemont. OK? Donc, d'où c'est parfois l'important, s'il est souvent important de comparer les entreprises du point de vue marge également, histoire de voir si c'est juste lié à Richemont ou bien c'est lié à l'ensemble du secteur d'activité. Encore que LVMH ne représente pas l'ensemble du secteur d'activité, donc toujours aller vérifier avec une autre compagnie comme Kering, comme Burberry, comme Moncler, qui sont pour moi des compagnies de luxe. OK? Bon, enfin, dans une certaine mesure. Hein. On continue. Alors, une fois que j'ai regardé les EBITDA ici, j'aime bien aller regarder le net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. J'aime bien voir quelque chose de stable et croissant. Comparé avec les free cash flow, les net income ont tendance à aller dans le même sens. Même si les net income ici, ça donne voilà, on a tendance à avoir des zigzags. Mais quand vous comparez avec les free cash flow, c'est presque une ligne droite. Hein. OK? On aime bien ça. Là, on fait juste le constat. OK? Les net income et les free cash flow vont à peu près dans le même sens. Comme je dis toujours, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Si quelque chose vaut 100 et que pour moi ici, j'arrive à l'acheter ici à 50, tant mieux pour moi. Si après on se rend compte que ça vaut plus de 90, je l'aurais au moins acheté en dessous de 100. Avec une bonne marge de sécurité. Et comme je l'ai toujours dit, ma marge de sécurité, généralement sur 5, j'aime bien avoir une marge de sécurité qui se rapproche presque aux alentours de 30 à 50%. Donc si quelque chose vaut 100 $, j'aime généralement l'acheter à 50. OK? Donc en prenant en considération tous les éléments, bien sûr. Donc la croissance, le maintien des marges, la qualité du management, etc. Donc, ensuite je vais prendre
ici, on a les marges de net income. Vous constatez que les marges de net income, même avec la croissance actuelle, ici, on a des marges moins élevées que d'habitude. Même si on a des marges en termes de volume, on a des volumes plus élevés. Donc, ça dit que même avec un volume plus élevé, les marges sont moins élevées. Pourquoi? OK? Pourquoi? Donc, il ne faut pas juste se limiter au niveau des marges. Volume et marge vont ensemble. Parce qu'on peut se dire ici, oh, les marges sont moins élevées, pourtant les volumes pour les marges sont plus élevés. OK? Toujours aller vérifier. Est-ce que l'entreprise aura tendance à revenir à sa moyenne? OK? Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? D'accord? On peut se dire ici qu'en moyenne, on a du 16%. Sur les 5 dernières années, on est plutôt à 8,85% par là. Sur les 10 dernières années, 13%. Est-ce que je dois prendre 13, 8, 16? Je prends quoi? Donc, d'où l'importance vraiment de questionner la stratégie même du management. Parce que moi, personnellement, je vous dirais, me connaissant, j'aurais tendance à rester aux alentours ici des 13. OK? Mais en prenant en considération, je ne paierai pas un multiple très élevé ici. OK? Tant que je n'ai pas une assez bonne confiance au management. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ce constat-là, je vais aller regarder la dette nette. Est-ce que la dette nette augmente ou diminue? On a une dette nette ici qui se rapproche de 0. D'accord? En termes de volume, ici, qu'est-ce qu'on a? Dette nette, en termes de volume, on a à peu près du cash net, 1,78 milliard. 1,780 millions. Donc, c'est une bonne chose. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Je ne serais pas étonné qu'on paye 20 à 25 fois les bénéfices. Combien est-ce que je paierais pour ce business? Moi, je vous dirais, je serais entre 20 fois les bénéfices, ça sera mon maximum. Et je suis même très gentil en le faisant. OK? Et je vais demander une bonne marge de sécurité. Donc, ça donne, il paye 20 fois les bénéfices. 19,5 ici, voilà. On peut l'arrondir ici à 20, voilà. Ici, sur les 20 dernières années, c'est 21. Sur les 10 dernières années, c'est 24. Parfois, on me dit, oui, mais pourquoi est-ce que tu ne prends jamais ce que la moyenne donne? En fait, j'ai des... Comment on appelle ça? J'ai des chiffres particuliers que je choisis. Par exemple, vous m'entendez souvent parler, je paye d'habitude entre 10 fois les bénéfices, c'est le minimum que je paye. Le maximum que je peux payer, c'est 25 fois. D'accord? 10, c'est le minimum. 25, c'est le maximum. Sur une compagnie en croissance, c'est 25 que je vais payer. OK? Pour payer plus que ça, il faut vraiment que j'ai une grosse certitude par rapport à la croissance de l'année suivante. OK? Donc, ici, quand je vais prendre 20 fois les bénéfices, pour moi, c'est 5% de rendement. Quand je prends 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. Je vous ai déjà montré ici que le PER, quand vous inversez ici l'équation, ça reste ici, ça représente ici un rendement. Donc, quand moi je vois 20 fois les bénéfices, ce n'est pas juste 20 fois, c'est me dire ici que ce business ici, je l'achète, c'est parce que je suis en train de demander du 5% de rendement si elle me distribue la totalité des bénéfices nets. Est-ce que je suis en accord avec ça? Vu le type d'entreprise que j'ai, vu le secteur d'activité, vu la conjoncture actuelle, vu le management actuel. 20 fois, ça va aller. Parce que je pense qu'on a des marques fortes ici. Mais il faut faire attention. Et quand on pense qu'on a des marques fortes, c'est peut-être parce que j'apprécie certaines marques. Parce que quand je parle de Cartier, ça résonne luxe. Mais est-ce que Cartier est bien géré? Il faut aller vérifier les same store sales, ce genre de choses-là. Mais déjà, ce que je peux voir ici, c'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Ce que je vois ici. OK? Donc, le management est peut-être questionnable à ce niveau-ci. D'accord? Je ne connais pas également quel problème elle a dû rencontrer entre-temps. Donc, comme je dis toujours, l'analyse quantitative permet de poser les bonnes questions. On constate. Ce n'est pas une analyse fondamentale. OK? Donc, ici, on sait qu'on va payer à peu près 20 fois les bénéfices. Mais 20 fois les bénéfices, quels bénéfices? 13%, 10%? Qu'est-ce qu'on paye? OK? Donc, le management ici, aujourd'hui, on gagne beaucoup. Aujourd'hui, on gagne à peu près 3,980 milliards. Est-ce qu'on va rester à ces niveaux ou bien on aura quelque chose en supplément? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business? Je peux aller le voir ici. Richmond, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je paye même Fastgraft, parce que comme je l'ai toujours, je n'ai pas besoin de ce... Je n'aime pas trop Fastgraft. Pour les rates, ça va. Ça me permet d'avoir une idée générale sur les FFO assez rapidement. Mais parfois, on me demande, est-ce que Fastgraft... Ah, waouh, c'est extraordinaire. Mais vous allez vous rendre compte très rapidement que ça ne fait pas tout. C'est bon pour les chiffres rapidement ici. Mais Fastgraft, ce qui me dérange, c'est que je ne peux pas savoir si... Il faut toujours aller vérifier l'impact des bénéfices nets, du nombre d'actions. Parce que le nombre d'actions ici peut avoir un impact très positif sur ce genre d'entreprise. OK?
Donc, enfin, sur certaines entreprises. Donc, il faut toujours aller regarder ça. Alors, Free Cash Flow Net Income ont tendance à aller dans le même sens, on l'a vérifié tantôt. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Comme on voit ici, c'est vraiment du 50-50. 50% du temps, ils se trompent. 50% du temps. 50%. C'est beaucoup, non? Donc, ce business-ci n'est pas très prévisible. Et vous constatez ici que de 2015 à 2021, ils ont peut-être eu raison une seule fois. Donc, il faut être très attention avec ces bénéfices nets-là attendus sur les années à venir. Ça sera peut-être moins que ça, vu que les analystes ont tendance à se tromper. OK? Après, également, on peut regarder la marge d'erreur des analystes ici par rapport à ces bénéfices nets-là. Et ça, c'est de tête, hein. Ici, généralement, je vois qu'on est aux alentours ici de 30% par là. Donc 30 à 35%. Donc, c'est-à-dire que si les analystes attendent ici à 1 dollar l'action de bénéfice net, bah, techniquement, disons-nous déjà que si on a 1 dollar l'action de bénéfice net, déjà avoir 30% de ce montant, 70% de ce montant-là serait une bonne chose. Donc, moi, je m'attends à 70 centimes. OK? Donc, si on s'attend à 7,38 €, ou bien 7,38 francs suisses, disons-nous que bon, déjà 5 francs suisses, ça sera déjà une très bonne chose. OK? Parce que vous constatez que sur les dernières années, on gagne beaucoup d'argent. Et si à 5 francs suisses, à 20 fois les bénéfices, c'est 100 $. C'est 100 francs suisses ici. C'est presque 100 francs. OK? Donc pour moi, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Si je décide de prendre les multiples que le marché me propose ici, il faut vraiment que je sois en accord avec la qualité du management de cette compagnie-ci. Parce qu'entre-temps, quand je regarde les chiffres ici, le management, je peux déjà voir que c'est vraiment... Soit le business est difficile, soit le management ici ne fait pas les bonnes choses. Donc, je dois questionner le management. Je ne pourrais pas me dire, parce que si je prends à peu près, c'est un business qui n'est pas très prévisible, les amis. Est-ce que je peux vraiment judicieusement prendre le 7 francs suisses ici et me dire qu'il y a de grandes chances que ça arrive? C'est 50-50. Je préfère déjà me fier aux 5... Déjà, commençons déjà par 5 francs suisses, par là. Et à partir de ce niveau-là, on constate que l'entreprise est correctement évaluée. OK? En tout cas, par rapport à ce que je vois ici. Et vous pouvez voir également qu'on a différentes questions à poser. Si les marges augmentent, tant mieux. Mais on est sur une période assez délicate. On peut avoir un ralentissement ici. Donc, perso, ce n'est pas une entité qui va m'intéresser. C'est vraiment pas une entité qui va nous intéresser. Moi, je vous dirais, si vous voulez même prendre ça avec les bénéfices nets actuels, ne payez pas plus de 10 fois les bénéfices attendus ici. Tant mieux si ça se réalise et ce n'est pas grave plutôt si vous ratez cette opportunité-là. Mais on ne veut pas investir sur des compagnies qui ne sont pas prévisibles. Ça peut être certes du luxe ici, mais le luxe ici, ça reste de la consommation discrétionnaire. Ne l'oubliez jamais. OK? Le dividende en lui-même, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il puisse payer ce dividende-là, mais tout va dépendre de la stabilité des bénéfices nets. Parce que si on a une période exceptionnelle ici aujourd'hui, attendez voir ce qu'ils sont à peu près réduits. Parce qu'ils ont tendance, ils n'ont pas froid, ils n'ont pas peur de couper le dividende. Hein. Pour le moment, ça semble être safe. Ils n'ont pas de dette également, donc ils ont la capacité de souffrir. Bref, on analyse quantitativement, on sort de là avec beaucoup de questions et il y a une certitude, c'est que Richemont, vaut mieux être prudent. OK? Vaut mieux être prudent. Je vous ai dit ici, en prenant en considération les... Pour moi, au mieux, elle est correctement évaluée. Au mieux, correctement évaluée. Et comme je l'ai dit, mon raisonnement peut être biaisé parce que je me fie ici à la période précédente. Or, on n'achète pas le passé, on achète le futur. Et je sais également que la consommation discrétionnaire, le management est déterminant. Tant que je n'ai pas une bonne idée de la qualité de ce management-là, je vais avoir tendance à être prudent. Et déjà, si le management est qualitatif, ça se voit sur les chiffres. Or, les chiffres de la dernière période ici c'est très beau à voir, mais je sais également que la pandémie ici a poussé, la pandémie ici a été bénéfique pour ce genre d'entreprise. Donc, il faut faire attention. En tout cas, si elle se fait racheter, c'est ce qui est sûr, elle va se faire acheter à un prix très élevé. Donc, c'est pour ça que je me dis, au prix actuel, on ne surpaye réellement pas. OK? Il y a de grandes chances qu'on ne surpaye pas, parce qu'il ne faut pas utiliser la certitude ici. Parce que quand on regarde uniquement les éléments quantitatifs, il faut toujours prendre cela avec des pincettes. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. OK? On se dit à bientôt. Merci.